Review du mois de mars, c'est maintenant. J'ai vu un peu beaucoup de films, et même des films plutôt longs. Salut tout le monde, c'est LizTheFi et bienvenue dans cette review du mois de mars, donc des films que j'ai pu voir au cinéma, des films que j'ai pu voir chez moi. Je spoil, je n'ai pas vu de film au cinéma pour ce mois-ci, par contre j'ai vu des films assez connus. On va revenir sur les fondamentaux, on va peut-être spoiler dans cette vidéo. À chaque fois que je spoilerai, je dirai 3, 2, 1 spoil avant que je le fasse évidemment. Mais voilà, on peut spoiler, soyez prévenus. On commence tout de suite avec le premier film que j'ai vu dans ce mois de mars et potentiellement vous pourrez venir me voir le présenter lundi 8 avril au club de Grenoble, enfin le cinéma qui s'appelle Le Club à Grenoble. Et ce film-là, c'est Fièvre sur Anatahan. Alors c'est bizarre parce qu'on peut le trouver sous le nom Anatahan ou juste Fièvre sur Anatahan, on sait pas trop. Mais bref, qu'est-ce que c'est que ce film? C'est l'histoire de soldats japonais qui vont se retrouver sur une île plus ou moins déserte du Japon où il y aura uniquement 2 habitants et donc ils vont cohabiter avec ces 2 habitants. Mais ça se passera pas tout à fait parfaitement, notamment dû au fait que sur cette île il y a une fille, et une fille pour plein d'hommes, ça crée des petits soucis, surtout avec leur côté bestial qui revient un peu. Leur côté primitif plutôt, hein, ça serait plutôt un terme mieux approprié. Anatahan, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien pour l'époque. Après, c'est un film qui, je trouve, a un peu vieilli à cause d'une chose, c'est que c'est quand même pas du Kurosawa, c'est, je trouve à mon niveau, du théâtre filmé. Ce que je veux dire par là, c'est que au niveau de la mise en scène et au niveau des cadrages, c'est pas ultra réfléchi, c'est pas ultra ingénieux, c'est très basique, c'est on filme ce qui se passe devant un décor, notamment avec justement les intérieurs qui se font très décor, qui font très studio, les extérieurs qui de temps en temps sont très bien faits et d'autres fois on fait ouais c'est très studio. Pour ce qui est de l'histoire, ben c'est une histoire qui veut nous faire plutôt ressentir des zizanies au niveau des personnages, au niveau de la femme qui va créer voilà, des jalousies entre chaque personnage. C'est assez intéressant, c'est assez bien foutu à ce niveau-là. Et au final, bah, le méchant, désolé de le dire, mais c'est un peu la femme au final. Ce qui est assez, on va dire, politiquement incorrect de notre côté, mais en fait... Bah, à l'époque, c'était ça vraiment qui était ressenti, je pense, et c'était un peu les mœurs qui se baladaient un peu à l'époque, qui était que bah, la femme c'est l'objet de désir, que la femme c'est la personne qui va créer la zizanie voilà, dans le groupe. Et ça a un côté assez intéressant, un côté assez bien foutu, mais après c'est vrai que bah, voilà, avec notre regard on fait... ouais, enfin voilà, la femme, si c'est qu'un objet, voilà, c'est génial quoi. Ce film-là, du coup, j'en parlerai un peu plus au cinéma Arrêt Essai, Le Club à Grenoble. Vous pourrez du coup me voir le présenter normalement le lundi 8 avril, je le préciserai sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Et puis, ben voilà, ça pourrait être très sympa. En attendant, ce film, je lui ai mis un 7, il est sympathique pour l'époque, il est un peu plus dur à voir à notre époque, donc il mérite pas une note plus grande, je pense. Mais voilà, c'est un film qu'on peut voir sans se déplaire, voilà. Le film suivant, j'ai hésité à en parler parce que c'est un film que j'ai revu. Mais revu dans sa version longue, et la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a plus de 2 ans déjà. Ce film-là, c'est Mademoiselle. Et je crois que je vais encore faire des hyperboles énormes parce que Park Chan-wook, pour moi, c'est un dieu de la mise en scène, un dieu de la photographie, un dieu de plein de choses. Après, je dis de la photographie, évidemment, il y a un directeur photographique, il est pas là pour rien, évidemment. Quand je vois un de ses films, je suis pris au trip. Quand je vois un de ses films, je suis à fond dedans. Évidemment, pas tous. Je pense notamment à Sympathy for Mr. Vengeance qui est quand même assez particulier, assez froid, assez immonde aussi, assez dégueulasse dans certains points. Et c'est ce qui fait que voilà, le film est peut-être un peu plus dur à voir et pas aussi prenant. Et surtout en fait que Old Boy, JSA et Mademoiselle sont des films qui ont des scénarios qui nous prennent aux tripes de par leur complexité
intéressantes et leur twist et leur manière de construire les personnages, leur manière de raconter aussi, parce que dans Mademoiselle, il y a une narration très particulière qui est vraiment incroyable, et j'ai vraiment pas envie de pitcher Mademoiselle, parce que Mademoiselle, c'est le genre de film que j'ai vu sans rien savoir, et je suis content de n'avoir rien su avant de le voir. Donc ce film, je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'en parler, parce que c'est un film que j'aimerais peut-être parler dans une plus grosse vidéo, potentiellement sur Park Chan-wook. Du coup, ce que je peux vous dire, c'est que Mademoiselle a une construction narrative géniale qui peut rappeler les Tarantino sous un certain angle, parce que ben voilà, c'est on revit des instants dans un autre point de vue, ce genre de choses. Au niveau des personnages, c'est juste parfait. Au niveau de l'acting, c'est juste parfait. Il y a ce côté un peu beaucoup érotique, mais ça rentre parfaitement dans l'histoire. C'est ça qui est bien, c'est que souvent on voit des films où il y a des scènes de sexe un peu pour rien, et là l'avantage c'est que ça rentre parfaitement dans l'histoire du film. Et justement, c'est parfaitement cohérent avec l'histoire du film. Donc quand on voit une scène de sexe, on se dit ça sert à quelque chose, ça n'est pas là pour rien. Je peux parler un peu de la version longue, du coup, la version longue qui rajoute quelques petites scènes, ou du moins qui en allonge certaines, qui aussi présente l'histoire de manière différente. C'est un montage un petit peu différent sur le début de l'histoire, qui du coup fait comprendre différemment les choses, qui apporte une autre patte artistique par rapport à son montage. Donc pour moi, la version longue n'est pas inintéressante. Elle n'est pas indispensable, contrairement à par exemple au Seigneur des Anneaux, où pour moi elle est complètement indispensable, même si c'est extrêmement long. Du coup, Mademoiselle, je vous conseille énormément, forcément. C'est un film que j'adore, c'est un film que je trouve que de toute façon Park Chan-wook arrive à faire des films qui sont complètement dingues, qui m'accrochent énormément, que j'ai envie de revoir en permanence, que ce soit Oldboy, que ce soit JSA, que ce soit Mademoiselle, je les mets tous les trois au même niveau. C'est pour ça que Mademoiselle, je lui mets la note aussi de 10, parce que ça fait partie de mes films préférés. Park Chan-wook, je ne sais pas comment il fait, mais il m'accroche vraiment beaucoup sur les tensions qu'il peut mettre dans les scènes, sur de manière générale, la mise en scène qu'il m'apporte. Et juste, je peux que être emballé par ces films. Même si évidemment pas tous, j'en reverrai certains, et surtout il y en a quelques-uns que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu par exemple First, je n'ai pas vu Je suis un cyborg. J'ai vu Lady Vengeance, mais je pense que j'aurais besoin de le revoir pour me refaire un avis. Tout comme par exemple avec les prochains films que je vous parlerai, c'est des films que j'ai revus parce que j'en ai besoin, parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas vu et mon œil cinématographique a bien évolué, et ça serait intéressant d'en parler sur cette chaîne. Bref, Mademoiselle, allez le voir. Non mais, vraiment, allez le voir. Le film suivant que j'ai vu, donc ça rentre justement dans les films que j'ai revus, et ça fait partie on va dire d'une catégorie, ou plus d'un studio de films, où je vais pas mal revoir les films. Et ces studios-là, c'est le studio Ghibli, comme vous voulez, moi je dis Ghibli. Et le premier film du coup que j'ai revu, c'est Le Tombeau des Lucioles. Je me refais les Ghibli parce que je les ai vus, je dirais il y a 3 ou 4 ans. Je m'étais fait un marathon Ghibli pour vraiment tous les voir. J'avais très envie de tous les voir, même les plus obscurs, comme par exemple Je peux entendre l'océan, qui n'a pas de sortie en France. Il y a une version VOSTFR qui traîne sur internet, mais voilà, il était un peu particulier et j'étais très content quand même de le découvrir, ce qui est quand même déjà pas mal. Le Tombeau des Lucioles, c'est un classique, un énorme classique du studio Ghibli par Takahata, et ce qui est assez étrange, c'est que j'étais censé l'avoir déjà vu ce film, et quand j'ai revu le film, j'ai fait putain, mais en fait, je me souviens de rien à part la fin. Parce qu'en fait, je croyais sincèrement dans ma tête, le film c'était la vie dans le bunker. Donc en gros, que tout le film c'était le frère et la sœur qui vivent dans le bunker, et c'est tout. Et putain, je ne sais pas pourquoi il y a que ça qui est resté dans ma mémoire, parce que sincèrement,
il n'y a pas que ça, il y a tout l'aspect avec la mère qui meurt, il y a l'école aussi, enfin le moment où ils vont à l'école justement, où il y a la mère qui meurt, etc. Il y a tous les moments où il est chez sa tante, où sa tante est une grosse connasse, disons-le vraiment. Il y a tout le moment justement où il va essayer de survivre avec sa sœur après avoir quitté le lieu de sa tante, enfin l'habitation de sa tante. Il y a tous ces trucs-là, il y a toute l'évolution vraiment négative du personnage. C'est vraiment un film qui vous fait comprendre que la vie c'est de la merde, que les gens quand ils sont on va dire pas contents, enfin quand ils sont on va dire dans le besoin, et ben on les aide pas tout le temps, et ça c'est bien dommage, surtout quand c'est de sa famille. Je trouve ça vraiment particulier, même si évidemment il pourrait aider à l'effort de guerre, mais le problème c'est que il y a l'effort de guerre et il y a sa petite sœur. Il faut quand même qu'il s'occupe de sa petite sœur. C'est pas sa tante qui va s'occuper de sa petite sœur, j'en suis persuadé. Bref, j'en parle avec le cœur de ce film. Je sais que c'est un film qui fait pleurer. Moi, il me fait pas pleurer. Parce que c'est un film qui, pour moi, n'est pas triste. Il est injuste. En fait, de ce film, je ressors pas triste. Je n'en sors pas triste de leur sort. J'en ressors en mode, mais vous êtes vraiment des gros enfoirés. Enfin, tous ceux qui n'ont pas aidé ces personnages, vous êtes des enfoirés. En fait, je suis plus avec du dégoût qu'avec de la tristesse. Enfin bref, je ne pleure pas devant ce film. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent devant ce film. Ça peut être assez mal vu dit comme ça, mais je trouve que c'était un peu tire-larme exprès. On s'attend à ce que la petite fille meure, enfin ce genre de choses. Après, j'avais déjà vu le film, mais je me souviens que même à mon premier visionnage, j'avais pas pleuré. Peut-être parce que, j'ai pas ce même ressenti, même si la fille est extrêmement attachante, et ça c'est, je trouve, un exploit, parce que les petites filles comme ça, dans des dessins animés, je pense notamment à ce fameux film Mirai ma petite sœur, qui m'avait fait dégoûter d'un personnage enfant. Là, elle est très attachante, elle est même très gentille, très mignonne. Le tombeau des Lucioles, ça ne m'a pas fait pleurer, mais par contre, je ne peux que ressentir une forte émotion et être extrêmement attaché aux deux personnages qui, pour moi, ont clairement du mérite d'avoir survécu autant de temps avec toutes les merdes qu'on leur a infligées. Même s'il y a le personnage du policier qui, pour moi, redonne un peu d'espoir à se dire il a volé, mais vous l'avez frappé. Et il a volé pourquoi, à votre avis ? Parce qu'il a besoin d'aide. Énormément d'aide. Et c'est un sujet évidemment qu'on peut avoir, enfin un sujet de discussion, un sujet de débat qu'on peut avoir dans notre société, qui est: est-ce que les gens qui sont dans le besoin, on devrait pas les aider ? Est-ce que les gens qui sont dans le besoin, on doit les rejeter ? Est-ce que les gens qui sont dans le besoin, on doit les frapper ? On doit leur dire allez, ménage-toi au lieu de faire n'importe quoi ? C'est toujours très difficile de parler de ce sujet. Le tombeau des Lucioles, du coup, c'est un incontournable, même s'il est quand même assez dur dans le sens émotionnel. Il est très dur, mais il est quand même excellent dans sa construction, dans sa mise en scène, dans ses personnages, dans sa tension qu'il peut mettre, dans plein de choses comme ça. Et du coup, ce film, je lui mets un 8. Parce qu'il le mérite. Et malgré tout, même si c'est pas un film que j'affectionne particulièrement, il est quand même très fort, ce film. Il est quand même extrêmement touchant. Donc 8, ça me semble assez honnête et assez beau. Enfin, assez bon pour ce film. Alors, je vous avais dit que j'avais vu des films longs ce mois-ci. Mademoiselle en faisait partie, il faisait 2h47 en version longue. Et le film suivant que j'ai vu, parce que vous savez que je fais un marathon Kurosawa, et que le film qu'il a fait juste après Vivre, eh bien c'est Les 7 samouraïs. Et je l'ai vu en une fois. Alors, petit aparté sur le Blu-ray, c'est très intéressant parce que le film, je ne sais pas comment, je pense qu'il a été diffusé comme ça, forcément, hein, mais comme il fait 3h27, si je dis pas de bêtises, oui, 3h27, eh bien, à l'époque, dire aux gens, allez dans une salle de cinéma pendant 3h27, sachant qu'il date de 54, eh ben, voilà, c'était un peu difficile pour le faire aux gens. Donc, qu'est-ce qu'il faisait ? Il coupait son film en deux.
Et notamment, ce film est aussi coupé en 2 Blu-ray. Donc on a une première partie du film, et puis après il y a un entracte, et puis après il y a la deuxième partie du film. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas une coupure mise au hasard, c'est une coupure qui est vraiment au milieu au milieu de l'intrigue plus que du film d'ailleurs, c'est au milieu vraiment de tout ce qui se passe dans le film. Donc ce film, déjà, a ce petit aspect assez marrant, c'est que il dure 3h27, mais il est coupé en 2. Et tout comme Park Chan-wook, je pense que faire une vidéo sur Kurosawa, ça me plairait énormément. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à dire sur Kurosawa. Le film fait 3h27 et je les ai pas vus passer. C'est 3h27. Je pense pas qu'il y ait d'autres films comme ça qui m'ait fait cet effet-là, parce que par exemple, Le Seigneur des Anneaux, j'ai dit que voilà, il fallait voir les versions longues parce que c'est important, parce que il y a vraiment un aspect très différent entre la version longue et la version cinéma de base. Mais Seigneur des Anneaux, j'avais regardé la version entre guillemets DVD, donc où c'est coupé en 2, et c'était génial parce que du coup j'avais l'impression de voir au final 6 films et pas 3 films. C'était cool parce que voilà, ça permettait de pas voir des films extrêmement longs, parce que c'était pas évident à se poser dessus pendant tout ce temps. Là, je vous assure, j'ai lancé le premier Blu-ray, j'ai fini le premier Blu-ray, j'ai lancé le deuxième Blu-ray, j'ai fini le deuxième Blu-ray sans faire de pause. Le film est vraiment impressionnant de dynamisme par rapport à son époque, de dynamisme par rapport à sa narration, et on aime les personnages, on aime tous les personnages. C'est vraiment un film que j'encourage les cinéphiles à voir, parce que forcément le grand public, c'est difficile de leur dire allez, posez-vous devant un film de 1954 de 3h27. Forcément, c'est toujours un peu compliqué de leur montrer ça. Par exemple, 12 hommes en colère, c'est beaucoup plus simple, il fait 1h30 à peu près. Donc voilà, là on peut proposer aux gens de le voir, notamment 12 hommes en colère, on le voit beaucoup au lycée ou au collège. D'ailleurs, les professeurs qui m'ont montré ce film au collège, je vous en remercie. Bref, Les 7 Samouraïs, c'est un film culte, c'est un film qui reste dans l'histoire de par sa narration, qui a inspiré énormément de films. Le fameux personnage qui va réunir plein de personnages pour affronter un grand danger, qui peut rappeler justement Star Wars, qui peut rappeler plein d'autres films comme ça, même Le Seigneur des Anneaux, justement, c'est une base narrative qui est assez proche de beaucoup de choses, c'est d'ailleurs assez proche d'un bouquin, je me souviens plus du nom, hein, de Campbell, je crois. Donc voilà, c'est ce genre de films qui ont ce genre de scénario, et le film est vraiment très très bien. Ça commence mal, c'est-à-dire que quand on voit le début de l'histoire, on se dit ouais, c'est un peu bof, c'est des paysans qui ont besoin d'aide pour protéger leur village, donc ils appellent des samouraïs à la rescousse. Mais vraiment, vu l'évolution de l'histoire et vu les personnages surtout, parce que par exemple le personnage de Toshiro Mifune, qui est vraiment super drôle, parce que de toute façon c'est ce qui est prévu pour ce personnage. Le personnage aussi qui est un excellent manieur de sabre, enfin je sais plus comment on appelle ça, mais en gros il est vraiment le plus fort au niveau de la maîtrise de son sabre dans le groupe, et celui-là vraiment on l'adore, ce personnage aussi. Le personnage de Takashi Shimura qui est le mec qui tient tout le truc. La bataille finale qui est juste géniale. Il y a une scène aussi où le personnage de Toshiro Mifune va réussir à choper un des fusils, et juste cette scène est super drôle, moi je trouve. J'aime vraiment beaucoup ce film. C'est très difficile d'en parler longtemps, en fait comme c'est un film très long, c'est difficile de tout se souvenir. Il y a l'étape où on rencontre le manieur de sabre qui est vraiment génial. Il y a l'étape justement où ils font des tests pour vérifier si les samouraïs sont vraiment forts ou pas, en frappant sur le mec pour voir s'il réagissent ou pas. C'est super... Le film réussit à caser de l'humour vraiment qui fonctionne, je trouve. Le sort des paysans nous importe à partir du moment où les samouraïs vont réussir à rentrer justement dans cette histoire.
Toute l'histoire aussi autour de la femme qui décide de ce qu'elle veut pour son avenir et pas de son père est aussi très intéressant. L'action n'est pas plate du tout, il y a vraiment des idées de mise en scène géniales. Comme je le dis à chaque fois, les scènes de foule avec Kurosawa, c'est un régal, surtout justement dans la bataille avec tous les cavaliers qui courent et qui rentrent dans le village. Enfin, c'est un truc de fou ce film, vraiment. Quand je vois que c'était un des films les plus chers de l'histoire du cinéma à l'époque, je me dis, putain, ça se voit tellement. Il y a toute la pluie à la fin, tout le torrent de pluie qui arrive sur le village sur la fin du film, qui est juste complètement taré. Enfin, faire un film dans ces conditions-là, c'est un truc de fou, c'est génial quoi. Et puis l'intro du film aussi qui rappellera pas mal d'autres films, notamment de western, avec on voit le village tout tranquille et tout, puis on voit les cavaliers, enfin les gros bandits qui arrivent avant qu'ils ont du bordel et tout, donc le gros parallèle entre l'enfer qui arrive et le calme et la paix de l'autre côté. Bref, c'est un film que je pense il faut voir, ou du moins qui est très intéressant de voir quand on aime le cinéma, parce que ça nous met un œil très différent sur toutes les œuvres suivantes du cinéma, parce que c'est un gros pilier. C'est un peu comme ne pas voir des Kubrick, traduction, je n'ai pas vu Kubrick, c'est un manque aussi. C'est le genre de film qu'il faut voir, ne serait-ce que pour son aspect historique de la cinématographie. Évidemment, si vous n'êtes pas intéressé par l'historique, ce n'est pas très grave, il n'y a pas de légitimité à avoir en voyant tel ou tel truc. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et vraiment, je vous le conseille, c'est un gros neuf pour ce film. Il pourrait avoir le 10, c'est très difficile de mettre des 10 quand on n'a pas envie de mettre des 10 de partout. J'y réfléchirai, vous le saurez peut-être à l'avenir, je vous le dirai peut-être, mais voilà, ce film pour moi est excellent, surtout quand je vois qu'un film de 3h27 ne m'a pas du tout ennuyé. Je vous le conseille énormément, allez le voir. Ensuite, j'ai vu le film Mad Max 3, Au-delà du dôme de tonnerre. Ah, le dernier Mad Max, Mad Max que je n'avais pas vu, parce que du coup j'ai vu Fury Road puis le 1 puis le 2, il manquait plus que le 3, on n'a pas arrêté de me dire le 3 est vraiment beaucoup moins bon, et je ne peux que approuver. Le film en fait perd un petit côté Mad Max qu'on avait dans le 1 et le 2, à savoir des films avec une grosse tension, des méchants vraiment effrayants, ce genre de choses, parce qu'en fait on rentre dans un film où on nous montre encore un monde post-apocalyptique, encore plus évolué. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup plus de budget dans ce film-là que dans les deux premiers, surtout le premier qui avait l'air de vraiment pas en avoir. Le troisième, voilà, à ce côté, beaucoup plus de budget, il y a toute la grande ville post-apo qui est vraiment très bien foutue, c'est là où on se retrouve beaucoup plus dans un univers Mad Max, et puis arrive le moment où Max se fait virer de la ville, et là on se dit, ça se transforme un peu en film d'aventure plus qu'un film Mad Max post-apo où il y a des poursuites, etc. Parce que voilà, ce qu'on attend aussi de Mad Max, c'est un petit peu de poursuite, un petit peu de tension bien forte à se dire, oh là là, est-ce qu'il va y arriver au niveau de la poursuite? Parce que quand arrive la poursuite finale, qui est celle avec le train, là vous voyez, j'aurais pu mettre une zone spoiler, mais en vrai, il n'y a pas de spoiler quand je dis, oh là là, il y a une poursuite train, machin, enfin, vous avez pas vu le film, vous savez pas de quoi je parle, forcément. Toujours l'atmosphère années 80 très forte, notamment avec le combat dans la cage, qui est très représentatif de cette époque, je trouve, au niveau de sa manière de mettre en scène. Des petits trous scénaristiques, notamment avec le personnage du nain qui finalement doit être ramené de la ville. J'ai pas compris pourquoi il devait l'enlever de la ville, ce personnage, mais bon, c'est pas très grave. Les personnages enfants avec la tribu, voilà, un peu préhistorique, je sais, un peu méchant de dire ça, mais la tribu qui est là en mode oh là là les villes, oh là là ceci, oh le commandant bidule, enfin voilà. Cette étape-là, on se dit, mais on nous a ramené dans un film pour jeunes enfants, dans un film d'aventure et tout ça. Non pas que je n'aime pas les films pour enfants, mais là c'est un peu caricatural, c'est un peu bizarre de voir dans un Mad Max ce genre de choses.
Du coup, ce film, même s'il y a Tina Turner, comme certaines personnes me disent à chaque fois, je comprends pas pourquoi cet engouement à ce point, même si, bon, l'actrice est cool, hein, mais voilà. Il est quand même beaucoup moins prenant que Mad Max 1, 2 et Fury Road, forcément. Du coup, on peut que lui mettre une note beaucoup plus basse, malheureusement, c'est comme ça. Et notamment, je lui ai mis un 6, parce que après, on passe pas forcément un mauvais moment devant 6, voilà, c'était plaisant, mais vraiment, c'était pas exceptionnel. Du coup, je lui mets un 6 parce que, voilà, il a pas la patte Mad Max qu'on aime, il a pas autant de tension, autant de bonnes idées de mise en scène que dans les autres Mad Max, surtout le 2 qui pour moi est vraiment, vraiment génial. Donc Mad Max 3, si vous êtes curieux, bah, voyez-le si vous voulez, mais c'est pas indispensable, il n'est pas exceptionnel. J'ai vu ensuite le film Coming Out dont je vais vous parler tout de suite. Coming Out. Coming Out, c'est un documentaire qui parle de la condition LGBT, à savoir faire son coming out, et donc ce fameux moment où on annonce à notre famille qu'on est gay, qu'on est transgenre, tout ce genre de choses. Et le documentaire est vraiment intéressant. Je vous avoue qu'à chaque fois que je vois un film avec la condition LGBT à l'intérieur, j'ai un peu peur de rentrer dans un film pro-LGBT avec pas beaucoup de choses très intéressantes, apporter quelque chose d'intéressant dans un film qui parle de ce genre de choses. Il y a eu beaucoup de films ces derniers temps qui ont eu, on va dire, cette patte. Il y avait Girl, il y avait Mademoiselle aussi, Mademoiselle qui rentrait un peu dans ce cas-là. Il y avait d'autres films dans ce truc-là, vraiment à montrer des gays pour montrer des gays, et c'est quelque chose qui me gêne en général, c'est voir des gays juste pour voir des gays. Je comprends pas ce genre de choses. Par exemple, dans des séries, il y a beaucoup de personnages qui sont gays, juste pour être gays, juste pour dire « Regardez, vous êtes contents, on a mis un gay dans l'histoire ». Je trouve ça un peu réducteur pour la condition des gays, quoi. Bref, c'est toujours difficile de parler de la condition LGBT parce qu'on peut se prendre des grosses baffes dans notre gueule en disant « Mais t'as rien compris, t'es pas de leur côté, tu peux pas comprendre, machin ». Et moi, ce que j'ai à dire par rapport à ce film, c'était très intéressant. Et en fait, comme c'est des vrais témoignages de personnes qui se sont filmées en train de faire leur coming out avec leurs parents, ça apporte un côté très touchant. Il y a vraiment des témoignages qui sont, mais enfin, j'avais vraiment le cœur serré et ouais, je vais pas le mentir, j'avais la larme à l'œil pour un des témoignages, notamment pour le transgenre qui annonce à son père par téléphone qu'il l'est et qui veut faire tout le nécessaire pour son opération. Et vraiment cette scène, voilà, enfin ce témoignage-là m'a énormément touché. Il y a plein de témoignages très touchants, mais celui-là est vraiment très très fort. Il y a des témoignages qui viennent de plein de pays différents. Il y a des témoignages américains, il y a des témoignages allemands, il y a des témoignages russes, et celui que je pensais pas voir du tout, c'est un témoignage japonais. Voir qu'on parle de la condition LGBT au Japon, j'imagine que forcément ça existe dans ce genre de pays, ça existe de partout forcément, mais il y a toujours des tabous, enfin ce genre de sujet est plus tabou dans certains pays que dans d'autres. En Asie, c'est vrai qu'on en parle quasiment pas de ce genre de choses, et de voir un témoignage japonais, j'ai fait « Oh, je veux voir ça, parce qu'en fait, juste avant le témoignage, c'est écrit telle personne à tel pays. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, bah je suis très curieux, je veux voir ça ». D'ailleurs, c'est très marrant de voir la différence culturelle à ce niveau-là. La plupart du temps, dans les pays occidentaux, c'est plutôt un truc du genre bah c'est pas grave, on accepte comme ça, tu choisis tu fais ce que tu veux de toute façon. Et très souvent, il y a la fameuse réponse du « ce n'est pas un choix, je suis comme ça »,
qui est une phrase qui forcément est toujours difficile de comprendre pour des hétéros, parce qu'on ne l'a pas vécu, et c'est complètement normal. Et c'est normal quand on est hétéro de se dire « ouais mais tu l'as choisi, machin ». Et c'est normal que les personnes de ce côté-là se disent « mais non, je l'ai pas choisi, je ressens des choses, c'est complètement normal ». C'est difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui ressent des choses qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne l'a pas ressenti. Alors qu'au Japon, la première réaction de la mère, c'est « bon, bah y a des gens comme ça ». Et la seconde réaction de sa mère, qui d'ailleurs est un truc qui ne se retrouve pas dans les autres témoignages, ou quasiment pas, c'est « oh bah j'aurais pas de petits-enfants, c'est dommage ». Et d'ailleurs, justement, le japonais qui lui répond « mais non, mais je compte avoir des enfants aussi, je compte adopter, machin et tout ». Et elle est là à se dire « ah ouais, bon, si tu veux t'engager là-dedans, ok, pourquoi pas, c'est marrant, enfin c'est bien, c'est marrant, je suis con, ouais ». Et aussi, un autre message assez intéressant de ce film, c'est de voir que il est assez optimiste comme film, puisque, il est assez optimiste, après, forcément, je ne saurais pas quantifier ce genre de choses, mais il apporte un message assez optimiste qui est « faites votre coming out, parce que vos parents, la plupart du temps, vont vous soutenir ». C'est difficile à parler aujourd'hui, putain. Car au final, dans les témoignages, il y en a que très peu qui sont négatifs au niveau de la réaction des parents. Il y a un témoignage très négatif où les parents et même la famille de manière générale vont jusqu'à faire sortir leur enfant de la maison en disant « mais tu n'es pas normal, je te déshérite », ce genre de choses. Et du coup, ça apporte voilà un message assez optimiste à se dire il y a beaucoup plus de moments où ça se passe bien que de moments où ça se passe mal. Donc allez-y, vous ne craignez rien. Bref, Coming Out, je lui ai mis un 7 parce que c'est un film documentaire très intéressant, un film documentaire qui m'a touché, vraiment, qui m'a beaucoup touché à certains moments. C'est un film documentaire LGBT que je conseillerais, contrairement à certains autres films, donc, qui je trouve en parle d'une belle manière. Donc vraiment, allez-y, c'est intéressant. Et il passe l'avant-première au cinéma Le Club, à Grenoble, encore une fois, et il le passe le 12 avril à 20h15 si jamais vous êtes intéressé. On arrive au dernier film que j'ai vu pendant ce mois de mars, et ce film-là, c'est Shutter Island. Oh là 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 là, Shutter Island, c'est fou, c'est complètement fou. Et en plus c'est marrant parce que ça parle de fou. Martin Scorsese, je viens de dire que Loup de Wall Street j'avais pas trop kiffé, ne serait-ce que par son thème. Shutter Island, à l'opposé, c'est un film que je trouve génial, et surtout c'est le genre de film que j'aurais voulu réaliser vraiment. Parce que un truc que j'aime beaucoup faire dans les films que j'ai pu faire déjà, c'est montrer la folie, comment montrer la folie au final des personnages. J'avais fait un film qui s'appelle Ma symphonie humaine, je vous mets une petite fiche par ici, si vous voulez voir ce film. C'est un petit film que j'avais fait pour mon bac à l'époque, et c'est très sympa, c'est bizarre de parler de son propre film en disant c'est très sympa, mais tout ça pour dire que j'étais déjà assez content de ce que j'avais fait au niveau du ressenti de la folie, donc voilà, Shutter Island, c'est un film que j'aime beaucoup, ne serait-ce que pour ça, c'est mettre à la place d'un fou pour faire comprendre que c'est les autres qu'on croit vouloir nous manipuler. C'est ça que je trouve très fort dans ce film, c'est que je comprends pourquoi il a eu Oscar du meilleur réalisateur, parce que c'est clairement une prouesse de réalisation. Parce que même en voyant la fin du film, je ne vais rien spoiler parce que pour moi le film est intéressant, même en voyant la fin du film, on a envie que la première partie du film soit le vrai ressenti qu'on a eu à la base. Ce qui est assez chiant parce qu'on se dit putain ça finit comme ça, alors qu'au final on nous met un personnage ultra attachant, on a envie d'être de son côté, on est vraiment de son côté pendant presque tout le long du film, jusqu'à la fin, et c'est bien dommage parce que c'est chiant de se dire putain tout ça pour qu'au final ça soit l'inverse. Ah, ce n'est pas du spoil, mais putain, voyez ce film. La mise en scène
est folle, la narration est folle, le scénario est fou, les acteurs sont fous aussi, ils sont complètement géniaux. Voyez ce film parce que vraiment, c'est juste impressionnant. Il y a des scènes extrêmement graphiques dans le sens que il y a des belles idées visuelles, notamment avec le premier rêve de DiCaprio, qui est vraiment très très beau. Il y a toute la scène finale, enfin pré-finale, qui est très très cool, avec le rêve aussi qu'il fait pendant qu'il s'endort. Ce film, c'est toujours très difficile d'en parler, c'est un peu comme parler de Sixième Sens. Je pense que tous les gens qui le spoil sont vraiment des gros bâtards, même si Sixième Sens, j'en avais déjà parlé, mais en gros je trouve que la fin, on en fait tout un plat, même si la fin est très bien. Et ben Shutter Island, c'est un film qu'il ne faut pas spoiler, parce que tout le scénario, toute la narration tient sur le fait qu'on suit DiCaprio, qu'on suit vraiment son point de vue tout le long du film, et c'est ce qui nous attache énormément à ce personnage. Ce film-là, je lui ai mis un 9, parce que, je crois que vous l'avez compris, mais le réal a fait un travail de dingue, et ce serait dommage de ne pas récompenser ce travail qui est juste excellent. Donc Shutter Island, voyez-le, on m'en a fait tout un plat pendant un temps, et après l'avoir vu, je me dis, putain, c'est vraiment le cas, c'est vraiment génial. Et la VF est très bien. Voilà pour la review du mois de mars. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser quelques commentaires, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a des vidéos japonais, jeux de société qui arrivent. Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Je ne sais pas ce que je vais voir le mois prochain, mais ce qui est sûr, c'est que je vais quand même tenir mon fameux défi des 1 film par semaine, comme d'habitude. Allez, salut!